Aujourd'hui, je vous ai entraîné dans un endroit où tout autour est blanc, comme si nous avions atterri sur le plateau de tournage d'un film se déroulant sur une lointaine planète enneigée. Mais à la place de la neige, ce sont des roches. Nous parlons aujourd'hui du calcaire. On pourrait croire qu'il n'y a rien de fascinant dans ce morceau de roche blanche que nous avons tous vu à l'école près du tableau. Mais ne tirez pas de conclusions hâtives. Nous nous trouvons actuellement au fond d'une carrière gigantesque, où l'ampleur de l'exploitation fait battre le cœur un peu plus vite et trembler la caméra d'émerveillement. Le calcaire est le fondement de notre civilisation, au sens propre du terme. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment des montagnes entières se transforment en routes, en bâtiments, et même en quelque chose que vous avez mangé ce matin au petit déjeuner, sans même vous en douter. Si l'on rassemblait tout le calcaire que l'humanité extrait en une année, on obtiendrait une montagne de plus de 5000 mètres de haut, presque l'Elbrouz, mais entièrement composée de coquilles de mollusques antiques. La production mondiale totale dépasse 5 milliards de tonnes par an. C'est tellement colossal que si nous chargions cette pierre dans des wagons de marchandises standards, le train ainsi formé ferait plus de 30 fois le tour de l'équateur terrestre. Regardez autour de vous. Ces terrasses blanches, qui descendent en profondeur, évoquent d'antiques amphithéâtres, sauf qu'au lieu de gladiateurs, ce sont d'immenses excavateurs qui y œuvrent. Chaque gradin de ces terrasses mesure près de 15 mètres de hauteur. C'est comme un immeuble de 5 étages, taillé dans la roche massive. Pour détacher un fragment de cette paroi, une simple pioche ne suffirait pas. On a recours ici au forage et au dynamitage. Des machines spécialisées percent des trous profonds où l'on introduit un mélange explosif qui fait littéralement voler la roche en milliers de fragments, petits et moins petits. Quand une telle explosion se produit, le sol tremble sous nos pieds, comme si un troupeau de mammouths venait de passer. Mais ce que nous voyons n'est déjà que le résultat. Des montagnes de roches qu'il faut maintenant évacuer. C'est alors qu'entrent en scène les véritables maîtres de ces chemins, les tombereaux de carrière. Une seule de leurs roues pèse plus lourd que 3 de mes voitures réunies. Ces géants transportent 40, voire 60 tonnes de roches d'un seul coup. Quand un tel monstre passe à proximité, un nuage de poussière blanche s'élève et recouvre tout alentour. C'est précisément ce calcaire, cette roche qui, il y a des millions d'années, était le fond d'un océan chaud. Songez un instant, nous marchons aujourd'hui sur les restes de coquillages, de coraux et de squelettes de créatures marines qui vivaient ici bien avant l'apparition des premiers hommes. C'est un véritable portail temporel que nous réduisons en gravier. Une fois chargées, les pierres partent vers le concasseur primaire. C'est une immense gueule d'acier qui broie des blocs de la taille d'un réfrigérateur en morceaux que l'on peut tenir dans la main. Le bruit y est si assourdissant que même avec un casque anti-bruit, vous le ressentez dans tout votre corps. Du concasseur, le calcaire tombe sur un tapis roulant. C'est comme un fleuve infini qui charrie l'or blanc de la carrière vers les installations de tri. La longueur de ce convoyeur dépasse 3000 mètres dans cette usine. Il serpente à travers collines et ravins, acheminant la matière première jusqu'aux ateliers de traitement. L'étape suivante, le tri par calibre. La pierre passe au crible de tamis géants qui vibrent à une cadence vertigineuse. À la sortie, on obtient différentes granulométries, depuis les gros moellons destinés à consolider les berges ou construire des digues, jusqu'au sable fin. Mais le plus fascinant commence là où l'on prévoit de transformer le calcaire en autre chose. En chaux, par exemple. Pour cela, la pierre est envoyée dans des fours. Ce sont d'immenses tours où règne une température supérieure à 1100 degrés Celsius. À l'intérieur, se produit une réaction chimique. Le calcaire se décompose, libérant du dioxyde de carbone et nous laissant de la chaux vive.
C'est une substance très agressive qui, au contact de l'eau, se met à bouillir, en dégageant une quantité phénoménale de chaleur. J'ai vu comment on pourrait faire cuire un repas dans de telles fosses, même si je vous le déconseille vivement si vous tenez à vos casseroles et à votre santé. Pourquoi avons-nous besoin de tant de chaux, me demanderez-vous? Eh bien, je vais vous le dire. Sans elle, aucune structure métallique moderne n'existerait. En métallurgie, le calcaire est utilisé comme fondant. Il attire à lui toutes les impuretés indésirables du fer en fusion, les transformant en scories que l'on évacue ensuite tout simplement. Autrement dit, chaque rail, chaque automobile et chaque charpente de gratte-ciel ont été purifiés par cette pierre blanche. Mais ce n'est pas tout. Si nous nous tournons vers l'agriculture, nous constatons que la farine calcaire sauve les sols acides. On l'épand dans les champs pour que les plantes puissent mieux assimiler les nutriments. Il s'avère donc que la pierre extraite des carrières nous aide à cultiver le blé et le maïs. Penchons-nous maintenant sur l'industrie agroalimentaire, car c'est là que commence une véritable histoire de détective. Vous êtes-vous déjà demandé comment on rend le sucre si blanc et si pur? Eh bien, c'est grâce au lait de chaux. Lorsqu'on transforme la betterave sucrière en jus, cela ressemble à un liquide marron et trouble que vous n'auriez certainement pas envie d'ajouter à votre café. Mais après purification à la chaux, toutes les impuretés se déposent et l'on obtient un sirop limpide et transparent. Alors, chaque fois que vous mettez une cuillère de sucre dans votre tasse, pensez à ces carrières blanches et à ces excavatrices géantes. Elles travaillent même pour votre dessert. Nous passons maintenant devant l'atelier où le calcaire est broyé jusqu'à obtenir une poudre fine. Cette poudre est ajoutée au papier pour le rendre dense et blanc. On l'ajoute aussi au plastique, à la peinture, au caoutchouc des pneus de votre voiture. C'est une charge universelle qui permet d'économiser des matières premières plus coûteuses, tout en améliorant les propriétés des produits. Le calcaire est partout. Vous êtes littéralement assis dessus, vous écrivez dessus, et vous regardez des murs peints grâce à lui. L'usine fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les hommes se relaient, les machines se ravitaillent, et le tapis roulant continue d'avancer, imperturbable, charriant sa cargaison de pierres. C'est comme un grand organisme mécanique qui ne dort jamais. Si le concasseur s'arrête, c'est toute la chaîne qui s'effondre en 1 heure, jusqu'à l'expédition du produit fini. L'aspect écologique mérite qu'on s'y attarde. L'extraction de la pierre, c'est toujours une intrusion dans la nature, mais les usines modernes s'efforcent de compenser. J'ai vu d'anciennes carrières transformées, une fois les travaux terminés, en magnifiques lacs ou en parcs. Les terrasses sont reboisées, et 10 ans plus tard, on peine à croire que des artificiers y ont un jour travaillé. C'est la pratique normale dans le monde civilisé. Prendre à la nature ce dont nous avons besoin, mais laisser derrière nous quelque chose de viable. Merci de m'avoir accompagné dans ces labyrinthes blancs. Nous avons encore devant nous bien des usines fascinantes, où le métal fond et où la pierre reprend vie. Construisez solidement, vivez intensément, et souvenez-vous que même les choses les plus simples sous nos pieds ont leur histoire extraordinaire qui mérite d'être racontée. Rendez-vous dans les prochains épisodes, où nous dénicherons à nouveau quelque chose d'immense, de retentissant et d'incroyablement captivant. À bientôt sur de nouveaux sites, où ensemble nous explorerons comment fonctionne ce monde dans ses plus grandes manifestations. Chaque année dans le monde, plus de 90% du commerce mondial transite par voie maritime. Mais rares sont ceux qui réalisent qu'il s'agit là de véritables monstres d'acier, pesant des centaines de tonnes. Aujourd'hui, nous pénétrons dans l'une des plus grandes usines d'Europe, où naît le cœur des porte-conteneurs géants, un moteur développant plus de 100 000 chevaux. Imaginez, un moule de la taille d'un immeuble, du métal en fusion à plus de 1450 degrés, et seulement 2 minutes pour créer une pièce valant des millions d'euros. Mais le plus fascinant,
Vous le découvrirez à la fin. Quels secrets technologiques permettent à ces moteurs de fonctionner pendant des années, au milieu de l'océan sans interruption? Croyez-nous, vous n'avez jamais rien vu d'une telle ampleur. Tout commence par la préparation du moule. Ces géants de sable se fabriquent à partir d'un mélange de sable de quartz, d'argile bentonitique et d'eau, une proportion aussi précise qu'une recette de grand-mère, mais à l'échelle industrielle. Le sable se mélange dans des malaxeurs géants de 50 mètres cubes, auxquels on ajoute 2% d'argile pour la cohésion. Ensuite, on compacte le mélange dans des cadres d'acier de 30 cm d'épaisseur, pesant chacun 100 tonnes. Les ouvriers casqués actionnent des tables vibrantes. Elles tremblent comme lors d'un concert de rock, comprimant le sable jusqu'à une densité de 2 tonnes par mètre cube. Pour mouler les moteurs de porte-conteneurs, il faut un sable de fonderie spécial, principalement du quartz contenant 98 à 99% de dioxyde de silicium. Il provient de gisements naturels en Scandinavie, en Allemagne ou en Pologne. C'est un sable blanc ou jaune dont les grains mesurent entre 0,2 et 0,5 mm de diamètre, avec une forte sphéricité pour un compactage optimal. Dans les grandes fonderies, jusqu'à 70% du sable provient du recyclage des coulées précédentes. On le nettoie, on le tamise avec des séparateurs magnétiques, on l'enrichit de sable neuf et on le prépare pour une nouvelle utilisation. Certaines entreprises importent du sable premium des États-Unis ou d'Australie pour les commandes les plus exigeantes. Le sable est mélangé avec 2 à 3% d'argile bentonitique et 3% d'eau, et l'usine produit jusqu'à 100 000 tonnes de ce mélange par an. Au centre du moule, on conserve le modèle du bloc moteur, une copie en bois ou en résine du bloc cylindre, avec ses canaux d'huile et d'eau. Le modèle est fabriqué sur des fraiseuses, avec une précision au dixième de millimètre. Autour de lui, on façonne un noyau de sable, celui qui créera les parois intérieures, sur une hauteur de 4 mètres. Le noyau est cuit au four à 250 degrés pour qu'il garde sa forme lors de la coulée. Je touche ce moule. Le sable est dur comme du béton, mais avec un parfum d'argile fraîche. Passons maintenant au métal. On utilise de la fonte avec une teneur en carbone de 3% et des ajouts de vanadium pour la résistance. La matière première, des lingots de 20 tonnes, est chargée dans des fours à induction d'une capacité de 200 tonnes. La température monte jusqu'à 1450 degrés Celsius. Le métal bouillonne. Les étincelles jaillissent à 5 mètres. Le four pivote à 360 degrés, évacuant les gaz à travers des filtres. Temps de refonte, 4 heures. Et voilà, le métal en fusion est prêt. Il brille d'un éclat jaune. La coulée, c'est le véritable point d'orgue. La poche de métal en fusion de 200 tonnes est soulevée par des ponts roulants d'une capacité de 300 tonnes et hissée à une hauteur de 50 mètres au-dessus du moule. L'opérateur est installé dans une cabine hermétique à 10 mètres de hauteur, pilotant l'ensemble avec des joysticks et des écrans. Il incline délicatement la poche à 45 degrés et s'en échappe alors un puissant jet de fonte d'1 mètre de large qui s'abat depuis 3 mètres de haut dans un rugissement d'étincelles. Le remplissage du moule dure exactement 2 minutes. Le métal envahit une surface de 100 mètres cubes, s'infiltrant dans tous les canaux et noyaux. La température en surface du bain atteint 1450 degrés. Au cœur du moule, elle bondit instantanément à 2000. Le métal siffle au contact de la surface sableuse humide. La vapeur s'élève en volutes épaisses jusqu'à 5 mètres de hauteur, illuminée par les projecteurs. L'air se charge de l'odeur du fer en fusion, tandis que les capteurs enregistrent le débit, 200 tonnes par minute. Aussitôt, on recouvre le moule d'un couvercle d'acier de 50 tonnes, descendu par une autre grue avec une précision au centimètre près. Le couvercle scelle hermétiquement la structure, empêchant toute oxydation.
le refroidissement contrôlé commence. Autour du moule, on active des chemises d'eau, des conduites qui font circuler des milliers de litres d'eau refroidie sous une pression de 6 bars. L'intensité maximale se concentre au sommet, 100 degrés de moins durant les 30 premières minutes, afin d'éviter un choc thermique. L'opérateur surveille les graphiques à l'écran en régulant le débit d'eau. Si le gradient dépasse 50 degrés par mètre, c'est l'arrêt d'urgence. Cette étape détermine si le bloc moteur résistera à une pression de 200 bars. Je me tiens là en combinaison de protection. L'adrénaline à son comble devant ce spectacle de feu. Les 12 premières heures, la température chute à 800 degrés, puis en 2 jours, elle descend à 200. Des capteurs répartis en centaines de points mesurent les gradients pour éviter les fissures dues à la dilatation thermique. Le retrait total du métal atteint 2%. C'est pourquoi le moule est conçu avec une marge. Au bout d'une semaine, on ouvre le moule et le voilà. Un bloc moteur de 200 tonnes, 20 mètres de long, avec un canal de 20 cm de diamètre. Les ouvriers décapent le sable au marteau-piqueur pneumatique et vérifient la surface à la recherche de défauts. En cas de cavité, retour à la refonte. Ce bloc partira pour l'assemblage d'un moteur MAN ou Wärtsilä, où il supportera une pression de 200 bars et entraînera l'arbre d'hélice du navire à 20 000 tours par minute. Je vois comment on le lave, le traite à l'anticorrosion et le marque. Le numéro de série est gravé au laser. Ces moteurs équipent les navires qui assurent 90% du commerce mondial. Un seul bloc coûte des millions d'euros. Son cycle de fabrication dure 2 mois. À l'usine, 150 personnes travaillent quotidiennement sur ces moules. Si vous voyez le métal en fusion, l'adrénaline monte en flèche. Les chiffres concernant la coulée des blocs moteurs pour porte-conteneurs soulignent l'ampleur colossale de ce processus. La flotte mondiale de porte-conteneurs compte plus de 6000 navires, d'une capacité supérieure à 10 000 EVP, dont environ 5000 équipés de moteurs dépassant les 100 000 kW. Chaque moteur possède un bloc pesant entre 200 et 300 tonnes, long de 20 à 25 mètres. Les usines, principalement en Finlande, en Allemagne et en Corée, coulent entre 200 et 500 blocs par an. Le volume d'un moule représente 100 à 200 mètres cubes de sable, soit l'équivalent d'un wagon entier. Quant au métal nécessaire par bloc, 200 tonnes de fonte d'une valeur d'1 demi-million d'euros. La température maximale de coulée atteint 1450 degrés Celsius. Le processus dure 2 à 3 minutes, avec un débit de 100 tonnes par minute. Le refroidissement s'étend sur 5 à 7 jours. La consommation énergétique du bloc s'élève à 500 000 kWh. Le taux de rebut varie de 3 à 5% en raison de porosité ou de fissures. Le cycle complet, du moule au bloc terminé, demande 2 mois, pour un coût de 2 à 3 millions d'euros. Ces moteurs assurent 90% du transport maritime mondial, consommant 100 milliards de litres de carburant par an. La main-d'œuvre mobilise 100 à 200 personnes par atelier, avec une précision de 0,1 mm. La croissance prévue est de 4% annuelle, grâce aux nouveaux navires d'une capacité supérieure à 20 000 EVSP. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez découvrir ensuite. Je file vers une nouvelle usine. À très vite. Abonnez-vous et explorons ensemble l'univers industriel. Vous savez, d'habitude, je vais observer des choses qu'on peut toucher sans risquer d'y rester collé par la joue. Mais aujourd'hui, j'ai quelque peu surestimé mes ambitions. Nous sommes dans un chantier naval où l'on construit la coque d'un brise-glace nucléaire. Et oui, c'est exactement ce type de navire qui ne contourne pas la glace, mais la traverse comme un couteau dans du beurre. Devant moi se dresse un squelette d'acier gigantesque qui bientôt
opérera dans des conditions où la température descend en dessous de -50 degrés Celsius et où la pression de la glace peut broyer la coque avec une force difficile même à imaginer. Ce qui m'a frappé en premier ici, ce n'est pas la taille, bien que la longueur du futur navire dépasse 150 mètres et que l'épaisseur de certaines tôles de coque atteigne plusieurs centimètres. Ce qui impressionne, c'est justement l'approche de l'acier. Ce n'est pas du métal ordinaire sorti d'un laminoir. On utilise ici des nuances d'acier spéciales qui conservent leur plasticité même par grand froid. Si l'acier ordinaire devient cassant au froid, celui-ci, au contraire, doit résister au choc des champs de glace sans se fissurer. Les ingénieurs me l'expliquent simplement. La coque doit pouvoir légèrement jouer. Sinon, elle ne survivra tout simplement pas à l'Arctique. D'énormes tôles d'acier arrivent ici après un premier traitement. Chacune pèse des dizaines de tonnes. Et lorsque la grue la soulève, on a l'impression qu'il s'agit d'un morceau d'immeuble qu'on aurait décidé de déplacer par hasard. Mais la forme du brise-glace n'apparaît pas d'un coup. Ces tôles passent d'abord par des rouleaux géants qui les cintrent lentement selon l'angle requis. Devant moi se dressent d'imposants cylindres d'acier, chacun aussi large qu'un tronc d'arbre respectable, disposés l'un au-dessus de l'autre. Entre eux, on introduit lentement une tôle d'acier plane, lourde, rigide, en apparence totalement inflexible. L'opérateur donne le signal et le mécanisme se met en marche. Les cylindres tournent à faible vitesse, mais avec une force colossale. La tôle s'engouffre progressivement à l'intérieur, et à un moment donné, on la voit commencer à se transformer. D'abord, une courbure à peine perceptible, puis le rayon s'accentue, et le métal n'est déjà plus plat. Il s'arrondit avec fluidité. Le son est particulier, une pression sourde, des grincements et de légers craquements, comme si le métal cédait à contre-cœur. Le processus n'est pas rapide. La tôle peut être laminée plusieurs fois, en modifiant la position des cylindres, jusqu'à obtenir l'angle ou la courbure exacte. Et soudain, ce n'est plus un simple morceau d'acier qui se trouve devant vous, mais un élément de la future coque, épousant parfaitement sa forme. Je me tiens à proximité et j'entends le métal littéralement gémir sous la charge. Un son comme si vous pressiez quelque chose de très obstiné, qui cède à contre-cœur. Vient ensuite l'assemblage des sections. Et là, tout ressemble à un gigantesque jeu de construction, sauf que chaque pièce pèse le poids d'une petite locomotive. Les blocs individuels de la coque sont assemblés dans l'atelier. Il peut s'agir de sections de 20, voire 30 mètres de long. Chacune contient déjà une partie des cloisons internes, des chemins de câbles et même les fondations des futurs ponts. Ensuite, ces blocs sont transportés vers la cale et assemblés. J'entre dans l'atelier et là se dressent déjà des sections de coque terminées. Ce ne sont pas de simples tôles, ce sont des morceaux entiers du futur navire, longs de 20, parfois même 30 mètres. À l'intérieur de chacun de ces blocs, on devine déjà la vie, cloisons, passages, ouverture pour les câbles, emplacement où passeront bientôt tuyaux et systèmes. Autrement dit, la coque ne se construit pas de zéro en un seul lieu. Elle s'assemble par morceaux, comme un puzzle, mais très lourd et très chaud à fabriquer. Puis viennent les grues. La section est soulevée dans les airs lentement, sans mouvement brusque, et transportée vers la cale de construction. Là, elle est délicatement descendue et ajustée aux parties déjà installées. Et c'est à ce moment précis que vous voyez littéralement les pièces détachées commencer à former un tout cohérent, le futur brise-glace. La soudure, c'est une autre histoire. Impossible de simplement faire un cordon et partir prendre un café. Chaque assemblage passe par un contrôle à plusieurs niveaux. D'abord, le soudeur réalise le cordon principal, puis celui-ci est vérifié aux ultrasons pour s'assurer qu'il n'y a ni cavité ni fissures à l'intérieur.
Si quelque chose cloche, on découpe et on recommence. J'ai vu un cordon refait 3 fois, et personne ne s'énervait. Ici, c'est la pratique normale, car le prix de l'erreur est bien trop élevé. La forme de la coque mérite qu'on s'y attarde. Un brise-glace n'a pas simplement une proue robuste. Celle-ci est spécialement conçue pour grimper sur la glace et la briser par son propre poids. Pour cela, la partie avant présente une inclinaison caractéristique, et elle est renforcée par des couches d'acier supplémentaires. À certains endroits, l'épaisseur de la structure est multipliée par plusieurs facteurs. Et à l'intérieur, on ajoute des raidisseurs qui répartissent la charge sur toute la longueur du navire. Pendant que je me promène ici, tout bouge en permanence autour de moi. Grues, plateformes, ouvriers casqués qui ont l'air de vivre une journée ordinaire. Pourtant, il faut bien l'avouer, quand une section de coque de plusieurs dizaines de tonnes vous survole, on révise quelque peu sa notion d'ordinaire. L'un des ingénieurs plaisante en disant que le plus terrible ici, ce n'est ni le froid ni le métal, mais si quelqu'un oublie son déjeuner dans l'atelier, le retrouver dans cette immensité relève de l'impossible. Lorsque toutes les sections sont assemblées, la coque commence à prendre forme. Sa longueur se fait physiquement sentir. Vous longez le flanc et vous vous surprenez à penser que c'est comme longer un immeuble de plusieurs étages, mais à l'horizontale. La hauteur du bordé impressionne aussi. Plusieurs niveaux qui deviendront bientôt des ponts, des salles des machines et des quartiers d'équipage. Vient ensuite le traitement de surface. Le métal est nettoyé, recouvert de revêtements anti-corrosion, puis peint avec des compositions spéciales qui réduisent la friction avec l'eau et protègent la coque du sel et de la glace. On dirait de la cosmétique pour géants. Mais en réalité, c'est de cela que dépend le nombre d'années durant lesquelles le navire pourra fonctionner sans réparation majeure. Et me voilà, au terme de cette visite, face à cette coque. Et je me dis, ce n'est pas encore un navire achevé. Il n'y a ni réacteur, ni hélice, ni système de commande. Mais dès maintenant, l'essentiel est visible. C'est une structure conçue pour affronter les éléments, où chaque millimètre de métal a sa raison d'être. Et lorsqu'il prendra la mer, il ne se contentera pas de naviguer. Il tracera une route là où d'autres n'oseraient même pas s'aventurer. Les brise-glaces nucléaires modernes sont capables de fracturer de la glace jusqu'à 2,80 m d'épaisseur en mouvement, et les nouveaux projets jusqu'à 4,5 m. Quant à la puissance, c'est un chapitre à part. Ces navires disposent de moteurs développant des dizaines de milliers de chevaux. Par exemple, les brise-glaces lourds peuvent dépasser 75 000 chevaux vapeur. Et sans cette puissance, ils ne parviendraient tout simplement pas à briser la glace. Je vais encore flâner un peu ici, écouter ce grincement du métal, observer comment naissent ces machines extraordinaires. Puis, je partirai préparer votre prochaine escapade. Car après une telle expérience, l'envie est irrésistible de découvrir quelque chose d'aussi grandiose, d'aussi complexe et d'un peu fou. Et il me semble que j'ai déjà quelques idées en tête. Chaque année, des dizaines de milliers de drones sont produits dans le monde. Mais seule une poignée d'entre eux est capable de changer les règles du jeu d'une guerre entière. Et voici ce qui étonne le plus. Nous n'avons pas affaire à un chef-d'œuvre high-tech à plusieurs millions de dollars, mais à un triangle étrange fait de matériaux qui rappellent davantage l'emballage d'un téléviseur. Et pourtant, il parcourt jusqu'à 2500 km et fait trembler les systèmes de défense anti-aérienne les plus coûteux au monde. Comment se fait-il que la simplicité soit devenue l'arme du futur? Et que cache réellement ce cyclomoteur, dont le bruit effraie aujourd'hui plus que celui des réacteurs? Restez avec nous jusqu'au bout, car un détail de cette construction explique tout, et il va vraiment vous surprendre. Commençons par un examen visuel, car cet appareil, son envergure atteint 2,5 m et sa longueur 3,5 m.
Cet oiseau pèse environ 200 kg. Regardez la structure. Ce n'est ni de l'aluminium aéronautique ni du titane spatial, c'est de la fibre de verre et du polystyrène expansé. Oui, vous ne vous trompez pas, exactement le matériau dans lequel on emballe votre nouvelle télévision. Pourquoi est-ce génial, me direz-vous? Parce qu'une telle structure ne réfléchit presque pas les ondes radar. Elle est si rudimentaire que les grands systèmes sophistiqués de défense anti-aérienne ne comprennent parfois tout simplement pas ce qui vole. Une vraie cible, ou une nuée d'oiseaux ayant décidé de migrer vers le sud en février. Le cœur de ce triangle volant, le moteur. C'est un moteur à essence 2 temps de 50 chevaux. Il sonne exactement comme le vieux cyclomoteur de grand-père ou la tondeuse à gazon du voisin un samedi matin. C'est précisément pour ce bruit qu'on les a surnommés les mobylettes. Le réservoir contient assez de carburant pour permettre à cet engin de voler sur une distance allant jusqu'à 2500 km. Imaginez un peu, 2500 km avec un moteur de mobylette. Sa vitesse n'a rien de foudroyant, entre 120 et 180 km/h environ. Autrement dit, si vous accélérez bien au volant d'une voiture de sport, vous pourrez le doubler sur l'autoroute. Mais il n'est pas pressé. Sa mission, c'est de vrombir longuement et obstinément jusqu'à ce que quelqu'un craque. Passons maintenant au plus intéressant, le cerveau. Vous vous attendez sans doute à y trouver des processeurs dernière génération, valant des millions d'euros. Eh bien non. La navigation repose ici sur un signal civil ordinaire du système de positionnement mondial. En gros, à l'intérieur se trouve quelque chose de très similaire au GPS de votre smartphone, juste un peu mieux protégé contre les brouillages. Si l'adversaire tente de brouiller ce signal, le Shahed dispose d'un plan B, un système inertiel. Il s'agit d'un ensemble de capteurs qui indiquent à l'appareil dans quelle direction il penche et à quelle vitesse il vole. C'est comme marcher dans le noir de mémoire. Pas très précis, mais vous finirez quand même par atteindre le mur. Parlons maintenant de ce qui en fait un kamikaze. Le nez dissimule entre 30 et 50 kg d'explosifs. C'est beaucoup. C'est énorme pour une structure aussi légère. Lorsque ce triangle percute sa cible, il se transforme en boule de feu. Et c'est là que réside toute la perfidie. Un tel engin coûte environ 20 000 €, alors qu'un missile destiné à l'abattre peut coûter 2 millions d'euros. Comparez simplement ces chiffres, 20 000 contre 2 millions. C'est comme essayer de tuer un moustique avec un lingot d'or. Même si vous réussissez, vous perdez financièrement. Je me tiens actuellement devant un lanceur, et il ressemble à un conteneur de fret ordinaire. À l'intérieur se trouvent 5 alvéoles. Ils sont lancés l'un après l'autre grâce à un accélérateur à poudre. C'est un petit coup de pied, enflammé, qui propulse le drone dans les airs. Puis ce fameux moteur de mobylette prend le relais. Il vole souvent en essaim. Pourquoi? Parce qu'une seule cible, c'est simple. Mais quand 10 ou 20 de ces engins fondent sur vous de tous côtés, le système de défense s'étouffe littéralement. Il panique, tire toutes ses coûteuses roquettes, et au final, l'un de ces petits bolides bon marché finit toujours par passer entre les mailles du filet. C'est fascinant de voir comment la guerre a changé. Autrefois, on se targuait de complexité, et aujourd'hui, nous assistons au triomphe de la simplicité. C'est comme dans le monde informatique. Parfois, une bonne vieille calculatrice est plus fiable qu'une tablette bardée de technologie. Les concepteurs ont renoncé à tout superflu. Il n'y a pas de caméra qui transmette des images en temps réel. Vous ne pouvez pas le piloter comme avec une manette. Vous entrez simplement les coordonnées avant le décollage. Vous appuyez sur un bouton et vous l'envoyez en mission sans retour. Il n'a pas besoin de rentrer à la base. Il n'a pas besoin de salaire ni de médaille. C'est les mathématiques pures de la destruction. La pièce la plus complexe de ce drone, c'est sans doute l'hélice. Elle est en bois ou en plastique,
de type propulsif, c'est-à-dire placée à l'arrière du moteur. Elle pousse simplement l'air et fait avancer ce triangle en polystyrène. Regardez ces soudures sur la coque. Elles sont rudimentaires, grossières. Et c'est précisément dans cette simplicité que réside son danger. Car ce qui est construit simplement est très difficile à neutraliser, que ce soit par des moyens logiciels ou techniques. Vous savez ce qui m'a le plus frappé lors de cette visite? C'est le contraste. D'un côté, nous voyons ces développements dans des hangars, et de l'autre, nous réalisons l'ampleur des ressources qu'il faut déployer pour arrêter ces mobylettes volantes. Les hommes construisent d'immenses radars, conçoivent des algorithmes d'intelligence artificielle sophistiqués, et puis débarquent un triangle en polystyrène à 20 000 $ qui lance. Salut, me voilà! Pour conclure, je tiens à préciser que ce reportage ne célèbre pas l'armement, mais cherche à comprendre comment fonctionne la pensée technique moderne, dans des conditions extrêmes. C'est l'histoire d'un renversement où le bon marché est devenu l'atout majeur, et le ronronnement d'une tondeuse, un signal d'alerte. Le monde change, et les usines que nous visitons deviennent de plus en plus étranges. Qui aurait imaginé que nous discuterions un jour de fibres de verre et de moteurs à essence, comme de quelque chose capable de bouleverser les règles du jeu sur la grande scène? J'espère que cette plongée dans les coulisses de cet engin vous aura intéressé. N'oubliez pas que derrière chacune de ces machines se cachent des hommes, des chiffres et énormément de calculs. Nous poursuivons notre voyage à travers les sites industriels les plus fascinants du monde. Alors, restez avec nous. Il y aura encore plus de métal, de boulons et de découvertes inattendues. Prenez soin de vous, ne négligez pas le bruit des mobylettes dans le ciel, abonnez-vous à ma chaîne et souvenez-vous, même la chose la plus simple peut s'avérer bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier regard, pour peu qu'on l'observe sous le bon angle. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Aimeriez-vous que j'analyse plus en détail le système d'alimentation de ce drone, ou que je vous montre comment fonctionnent les groupes mobiles qui tentent de les intercepter? Chaque année dans le monde, on refond plus d'1 milliard de tonnes d'acier. Pourtant, seule une infime partie de cette masse devient ce sur quoi filent les trains à 300 km/h. Et voici ce qui surprend le plus. Tout commence non par de la haute technologie, mais par un simple tas de ferraille rouillée. Vieilles poutres, débris de machines, rebuts, ce qui aurait dû disparaître à jamais. Mais en quelques heures, cela se transforme en un rail parfaitement droit de 100 mètres, précis au millimètre près. Comment ? Et que se passerait-il si, au cœur de cet acier, subsistait ne serait-ce qu'une seule bulle invisible? Restez avec nous, car un instant dans ce processus décide si le voyage sera paisible ou catastrophique. Tout commence de façon bien moins raffinée qu'on pourrait l'imaginer. La première étape ressemble à une version monumentale d'un vide-grenier. D'énormes aimants soulèvent dans les airs des tonnes de ferraille, vieux tuyaux, pièces de machines, poutrelles diverses. Toute cette ferraille hétéroclite s'envole dans un vacarme assourdissant vers une gigantesque benne de chargement. Je me tiens derrière une vitre de protection, mais même ici, je sens le sol vibrer sous mes pieds lorsque cet amoncellement de métal s'apprête à sa transformation. Ensuite, cette ferraille est envoyée dans un four à arc électrique. C'est une sorte de chaudron géant où, au lieu du gaz, on utilise l'électricité. Lorsque descendent les électrodes de plusieurs mètres de long, un arc électrique jaillit. Le bruit évoque celui de 10 avions décollant simultanément à proximité. Les étincelles fusent de toutes parts, tandis que la température à l'intérieur grimpe jusqu'à 1550 degrés Celsius. C'est ce seuil où le fer solide cède sous la pression de l'énergie et se transforme en une masse liquide qui rappelle une orangeade brûlante.
Lorsque l'acier est fondu, le travail n'est qu'à moitié accompli. Pour des rails ordinaires, cela pourrait suffire. Mais ici, nous fabriquons un produit haut de gamme. Les rails à grande vitesse ne tolèrent aucune impureté. C'est pourquoi ce métal en fusion est envoyé vers une installation poche-four. Là, on ajoute au métal divers ingrédients secrets: manganèse, silicium, chrome. Chacun d'eux garantit que le rail soit résistant, sans être cassant. On y procède également au dégazage. L'acier est placé sous vide, afin d'en extraire l'hydrogène et l'oxygène. C'est d'une importance capitale. Si la moindre bulle de gaz subsiste à l'intérieur du métal, elle se transformera, quelques années plus tard, sous les roues d'un train à grande vitesse, en micro-fissures, puis en véritable problème. Le vide aspire tout ce qui est superflu, et l'acier devient pur comme une conscience après confession. Il est maintenant temps de donner forme à ce fer liquide. Cela se produit sur une machine de coulée continue. Le métal s'écoule par des orifices spéciaux et se refroidit progressivement au contact de l'eau, se transformant en longs lingots rectangulaires, les blooms. Ils brillent encore d'un rouge éclatant et dégagent une chaleur si intense que je la sens sur ma peau, même à 20 mètres de distance. Chacun de ces blooms pèse environ 5 tonnes. C'est en fait une énorme ébauche dont nous allons forger quelque chose d'extraordinaire. Puis vient la partie la plus spectaculaire de notre visite, le laminoir. Le bloom est à nouveau chauffé à 1200 degrés pour devenir aussi malléable que de la pâte à modeler entre les mains d'un enfant. Ensuite, cette barre incandescente est lancée dans un système de cylindres. Ce sont d'imposants cylindres métalliques qui pressent le métal, l'étirent et lui donnent le profil que nous avons tous vu sur les voies ferrées. À chaque passage, la pièce s'allonge et s'affine. Elle file sur le convoyeur à rouleau à plus de 10 mètres par seconde. On dirait un serpent de feu de 100 mètres de long qui tente de s'échapper de l'usine. Nous parlons bien de rails de 100 mètres. Pourquoi si long ? Parce que moins il y a de joints entre les rails, moins il y a de vibrations et de bruit. C'est précisément ce qui garantit la fluidité de roulement des trains à grande vitesse. Lorsque vous entendez ce cliquetis familier des roues, c'est le train qui franchit un joint. Sur les lignes à grande vitesse, ces joints sont quasi inexistants, car les rails sont soudés en fils continus interminables. Mais donner simplement une forme ne suffit pas. Il faut rendre l'acier extrêmement dur, précisément là où rouleront les roues. Ce processus s'appelle le durcissement thermique différencié. Le champignon du rail est refroidi à l'air comprimé selon un programme spécifique. Cela permet d'obtenir une structure métallique très fine et résistante en surface, tandis que le cœur demeure légèrement plus souple pour absorber les chocs et éviter les fissures dues au gel ou aux charges. Une fois le rail refroidi, il n'est plus aussi droit qu'il y paraissait. Le métal, en refroidissant, se déforme légèrement. On l'envoie donc vers une machine de redressage. Il s'agit d'une série de rouleaux qui plient cette barre d'acier de 100 mètres pour la rendre parfaitement rectiligne. Les tolérances sont rigoureuses. L'écart sur toute la longueur de 100 mètres ne peut excéder quelques millimètres. Si le rail est défectueux, les passagers auront mal au cœur et le rail s'usera en quelques semaines à peine. Dernière étape de notre voyage, le contrôle qualité. Ici, on ne fait pas confiance à l'œil humain. Le rail passe par une ligne automatique équipée de capteurs à ultrasons et de scanners laser. Il radiographie le métal de part en part, à la recherche des moindres défauts internes. Si un capteur détecte quelque chose de suspect, une marque de peinture est automatiquement appliquée sur le rail. Ce tronçon est alors découpé, ou parfois le rail entier repart à la refonte. Dans l'univers du rail à grande vitesse, aucun compromis n'est possible. Seul compte une confiance absolue en chaque millimètre de métal. Je contemple ces rails terminés, alignés en rangée parfaite dans l'entrepôt, et j'ai du mal à croire qu'il y a 3 heures à peine, il n'était qu'un tas de ferraille rouillée dans une benne.
c'est un véritable triomphe de l'esprit humain et de la précision des calculs. L'homme a appris à dompter la puissance du feu et des pressions colossales pour que nous puissions voyager confortablement. Ajoutons encore quelques chiffres pour que vous mesuriez mieux l'ampleur de tout cela. Un seul rail de 100 mètres pèse environ 6 tonnes, soit l'équivalent de 3 éléphants adultes alignés bout à bout. Pour poser un seul kilomètre de voie à grande vitesse, l'usine doit fondre et transformer plus de 120 tonnes d'acier de haute qualité. Chaque mètre du produit fini est scanné lors du contrôle final par 19 capteurs différents, capables de détecter une cavité interne de moins d'1 millimètre. Ce fil d'acier servira environ 30 ans, résistant à une pression colossale. Et la longueur totale de ces voies sur la planète a déjà dépassé 40 000 km, de quoi faire le tour complet de la Terre à l'équateur. Mes chaussures ont légèrement brûlé à cause de la proximité des ateliers surchauffés, et ma gorge s'est asséchée dans cet air sec, mais ce fut une journée extraordinaire. J'espère que cette promenade en ma compagnie vous a plu. La prochaine fois que vous verrez défiler les rails par la fenêtre d'un train, pensez à ces milliers de degrés et à ces flèches de feu de 100 mètres. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. N'hésitez pas à liker si cette plongée au cœur de cet organisme de fer vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle autre usine je devrais visiter pour vous montrer quelque chose d'impressionnant et de brûlant. Prenez soin de vous et choisissez toujours des chemins sûrs. À bientôt pour une nouvelle découverte. Vous savez combien j'adore fourrer mon nez là où le commun des mortels n'a pas accès, même en y mettant le prix. Aujourd'hui, je me retrouve dans un endroit où l'air est si saturé de vapeur et d'une odeur si particulière de métal incandescent qu'on pourrait presque le couper au couteau. Nous voilà dans l'une des plus grandes usines au monde de fabrication de disques de frein. Ce site s'étend sur une superficie équivalent à environ 500 terrains de football. Impossible de s'y balader pour le plaisir. Alors, nous nous déplaçons d'atelier en atelier, à bord de petites voiturettes électriques, histoire de gagner du temps et d'économiser nos semelles avant même que le tournage ne commence. Tout commence par ce que la plupart qualifieraient simplement de tas de ferraille. C'est assez ironique. Ce qui arrêtera plus tard votre voiture à 120 km/h ressemble pour l'instant à un énorme amas de débris rouillés. De vieux radiateurs en fonte, des fragments de carrosserie, des poutrelles tordues et autres rebuts métalliques. Mais pour cette usine, c'est un véritable trésor. Un électroaimant géant suspendu à une grue saisit d'un coup plusieurs tonnes de ce fer et le projette dans la gueule d'un immense four à induction dans un fracas assourdissant. Le spectacle devient franchement inquiétant si l'on se tient trop près. Le four émet un grondement si grave que ce son ne se perçoit pas tant par les oreilles que quelque part au fond de la poitrine, comme si votre cœur tentait de s'accorder à ce lourd rythme industriel. La température à l'intérieur du four s'élève jusqu'à 1500 degrés Celsius. À une telle chaleur infernale, même l'acier le plus résistant se transforme en substance liquide, qui ressemble davantage à une soupe brûlante et dangereuse qu'à quelque chose de solide et de fiable. Lorsque le four s'incline pour déverser ce métal en fusion, tout autour s'illumine d'une lumière orange vif qui donne envie de fermer les yeux. Ici, nulle beauté artificielle, seulement une physique implacable et une quantité incroyable de chaleur. Chaque lot de métal fait l'objet d'une analyse instantanée. Des laborantins en tenue spéciale prélèvent un petit échantillon, le refroidissent et déterminent en quelques secondes sa composition chimique. Si la teneur en carbone ou en silicium s'écarte de la norme, ne serait-ce que d'1%,
l'ensemble de ce lot colossal repart sans pitié à la refonte. Ici, on ne pardonne aucune erreur, car le prix d'un tel écart pourrait s'avérer bien trop élevé pour le consommateur final. Ensuite, ce métal en fusion est coulé dans des moules. On utilise ici une technologie fascinante de moulage au sable. On pourrait croire que le sable est un matériau peu fiable, mais ici, il est mélangé à des résines de spécial et, sous une pression considérable, devient dur comme du béton. Le métal vient remplir les cavités à l'intérieur de ce moule de sable, et c'est à cet instant précis que naît l'ébauche brute du futur disque. Elle ne ressemble pas encore du tout à cette pièce rutilante que nous avons l'habitude de voir dans les magasins de pièces automobiles. C'est plutôt un grand biscuit noir, lourd et très sale. Après la coulée, les disques doivent refroidir naturellement. Ce processus prend du temps, parfois plusieurs heures. C'est absolument crucial. Si l'on tentait de les refroidir plus rapidement, par exemple en les aspergeant d'eau, le métal deviendrait trop fragile. Un tel disque pourrait tout simplement voler en éclats au premier coup de frein un peu appuyé, quelque part sur la route, sous la pluie. Lorsque les ébauches deviennent simplement tièdes et non plus chauffées au rouge, elles sont envoyées à l'atelier d'usinage. C'est là que commence le territoire des robots. Ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans pause déjeuner, ni plainte sur leur sort difficile. Chaque disque tombe entre les griffes d'un manipulateur, qui l'installe dans une machine à commande numérique. Des outils de coupe spéciaux enlèvent la couche de métal superflue aussi facilement que s'il ne s'agissait pas de fonte dure, mais d'un morceau de beurre froid. À ce stade, règne une précision fanatique. Un écart de 0,8 mm est considéré comme un défaut irrémédiable. Un tel disque n'arrivera jamais à l'entrepôt, car il provoquerait des vibrations qui, en quelques mois, détruiraient tout simplement la suspension du véhicule et obligeraient le conducteur à dépenser une fortune en réparation. C'est absolument fascinant de voir comment, à partir d'une forme brute et informe, émerge progressivement une surface parfaitement lisse, presque miroitante. Ensuite, on perce dans les disques des orifices de ventilation et des canaux internes. Ce n'est pas pour le style visuel, comme le pensent certains adolescents. C'est un système de refroidissement absolument vital. Lors d'un freinage intensif, le disque peut atteindre 700 degrés Celsius. Si cette chaleur n'est pas évacuée à temps, le métal commence à perdre ses propriétés de friction et les freins vous lâchent au pire moment possible. Ces petits trous et ces canaux sont donc le fruit de longs calculs d'ingénieurs et non une simple décision esthétique. Une fois tous les copeaux superflus retirés, chaque disque est soumis à un équilibrage dynamique. Le principe ressemble à ce que l'on fait pour vos roues chez le garagiste, mais la précision est ici des dizaines de fois supérieure. Un dispositif spécial lance le disque à très haute vitesse et détecte le moindre déséquilibre de masse. Si un côté s'avère plus lourd, ne serait-ce que de 3 ou 4 grammes, la machine perce automatiquement un minuscule trou, presque invisible, à l'endroit voulu sur la tranche, afin d'égaliser le poids. Le disque est désormais parfaitement équilibré et prêt à tourner à n'importe quel régime, sans le moindre bruit parasite ni vibration. J'ai voulu demander au directeur technique combien de disques de ce type il fabriquait en une journée de travail complète. Il s'est contenté de sourire avec lassitude, en me disant qu'ils avaient cessé depuis longtemps de les compter à l'unité. Désormais, la comptabilité se fait en milliers de tonnes de produits finis par mois. Pensez-y un instant. Cette entreprise fournit des pièces à près de la moitié de l'ensemble du marché automobile européen.
Cela signifie qu'une voiture sur 2 que vous croisez dans les rues de votre ville freine très probablement grâce à ces disques métalliques fabriqués ici même, dans cet atelier bruyant et brûlant. Avant l'emballage, les disques subissent une procédure d'application de revêtement protecteur. Ils sont soit peints avec une peinture spéciale résistante à la chaleur, soit recouverts d'une fine couche anti-corrosion à base de zinc. Cette opération permet d'éviter qu'ils ne se transforment en blocs de métal rouillé durant le long stockage en entrepôt ou le transport dans un conteneur maritime à travers l'océan. Bien sûr, après les premiers kilomètres de conduite, cette peinture disparaît complètement de la surface de freinage sous l'effet du frottement colossal des plaquettes. Mais les bords et les parties intérieures restent protégés du sel et des saletés présentes sur les routes. La dernière étape, et sans doute la plus importante, c'est le contrôle qualité finale. Il ne s'agit pas simplement d'une inspection visuelle menée par un ouvrier fatigué en fin de poste. On utilise ici des scanners à ultrasons et des installations radiographiques modernes. Ils recherchent les défauts internes, comme les bulles d'air ou les micro-fissures, impossibles à voir même à la loupe. Même si le disque semble parfait en apparence, mais que la radiographie révèle une cavité de 2 mm quelque part dans la profondeur du métal, il est immédiatement envoyé au broyeur. Ici, personne ne lésine sur la sécurité, car tout le monde comprend parfaitement que de cette pièce dépend directement la vie du conducteur et des passagers. Abonnez-vous et bientôt nous repartirons ensemble pour un nouveau voyage passionnant. Ce char a traversé 3 guerres. Dans 4 heures, il sera réduit en ferraille. Autrefois, il avançait à travers la poussière et le feu, encaissait les coups et sauvait son équipage sous les tirs nourris. Son blindage porte les traces d'obus. Son moteur garde en mémoire des milliers de kilomètres de route du front. Désormais, tout se jouera au chalumeau et aux cisailles hydrauliques. L'acier sera découpé, la coque compressée, la tourelle s'effondrera sur le béton. En quelques heures, cette machine chargée d'histoire deviendra matière première pour de nouveaux rails et poutrelles. La première étape consiste en un démontage complet de l'armement et de tous les équipements sophistiqués du véhicule. Je me tiens près du char, qui n'a plus le statut d'unité de combat, mais conserve techniquement tous ses systèmes. L'équipe commence par travailler sur la tourelle. À l'aide de grues et de vérins hydrauliques, on retire le canon avec son berceau et une partie des mécanismes de recul. Chaque boulon et fixation est dévissé sous contrôle, car les ensembles sont massifs et soumis à de fortes tensions. Ensuite, on démonte les modules de mitrailleuse, les stabilisateurs et les mécanismes de pointage. Tout cela est emballé séparément, étiqueté et transféré vers des zones spécialisées. Après l'armement, on passe à l'électronique. On ouvre les panneaux intérieurs, on retire les blocs de communication, les systèmes de conduite de tir, les modules de calcul, les appareils optiques. Les faisceaux de câbles sont découpés soigneusement par section, pour ne pas endommager les connecteurs, ni provoquer de court-circuit. Des éléments chargés peuvent subsister à l'intérieur. C'est pourquoi tout est vérifié avec des appareils de mesure avant le retrait. À ce stade, le char perd littéralement son système nerveux et se transforme en simple coque métallique. L'étape suivante consiste à vidanger le carburant et tous les fluides techniques. Un seul char peut contenir jusqu'à 1000 litres de gazole, qu'il faut entièrement évacuer avant de commencer le découpage du métal. La machine est installée sur une plateforme spéciale équipée de bacs de récupération. Des tuyaux étanches sont raccordés aux orifices de vidange d'origine ou aux trappes de service. Puis le carburant est transféré dans des réservoirs fermés. Les pompes fonctionnent lentement pour éviter toute surpression et ne pas soulever les dépôts accumulés au fond des cuves. Après le carburant, on passe au lubrifiant. On vidange l'huile moteur, le liquide de la boîte de vitesse, les fluides hydrauliques des mécanismes de tourelle et les liquides de frein.
Chaque type est collecté séparément, car ils sont soumis à des procédés différents d'élimination ou de régénération. Une attention particulière est portée aux joints et raccords, pour qu'aucune goutte ne tombe sur le sol de l'atelier. Ce n'est que lorsque le système est entièrement vidé et vérifié que la carcasse est jugée sûre pour la découpe mécanique ultérieure. Commence alors l'étape la plus spectaculaire, la découpe du blindage au chalumeau et au plasma. Face à moi, une coque de plusieurs dizaines de millimètres d'acier, conçue pour résister aux impacts directs. Impossible d'y arriver avec une simple scie. Les ouvriers tracent d'abord les lignes de coupe pour diviser l'engin en sections transportables et faciles à fondre par la suite. Puis viennent les chalumeaux oxyacétyléniques ou oxypropaniques. La flamme porte le métal à plus de 1000 degrés. Ensuite, le jet d'oxygène dévore littéralement l'acier le long du tracé. Pour les sections plus épaisses ou en alliage, on utilise la découpe au plasma. Ici, un arc électrique crée un jet de gaz ionisé, atteignant plusieurs milliers de degrés. Le plasma traverse le blindage plus rapidement et avec plus de précision, laissant une découpe étroite. Les étincelles jaillissent sur plusieurs mètres. C'est pourquoi des écrans de protection sont installés tout autour. Peu à peu, le char perd son intégrité. La tourelle se détache, les flancs se divisent en segments. Et la machine de guerre se transforme en morceaux de métal distincts, prêts pour l'étape suivante du recyclage. Après la découpe, les fragments de la carcasse passent sous une presse gigantesque. Je me tiens près de cette machine, qui pèse des dizaines de tonnes, et développe une force de compression de plusieurs milliers de tonnes. Les sections de blindage, qui faisaient encore récemment partie d'un char intact, sont introduites l'une après l'autre dans la chambre. Les vérins hydrauliques se referment lentement, et les épaisses plaques d'acier commencent à se déformer, à craquer aux jointures et à se replier sur elles-mêmes. La pression s'élève progressivement pour éviter que le métal ne se fragmente et ne crée des éclats dangereux. Le blindage, conçu pour résister aux impacts, se révèle impuissant face à cette compression uniforme. En quelques minutes, la structure volumineuse se transforme en un bloc compact aux formes régulières. Ce cube métallique facilite le transport, le stockage et l'acheminement ultérieur vers l'aciérie. Lorsque la presse se dessert, un bloc dense est éjecté de la chambre. Impossible d'y reconnaître les contours d'un véhicule. Il ne reste qu'une masse concentrée d'acier. C'est sous cette forme que le char réformé achève son existence comme engin militaire et devient une simple matière première destinée à la refonte. Ce cube métallique dense prend ensuite la route de l'aciérie. J'y arrive et découvre une toute autre échelle. Les briquettes de blindage sont pesées, analysées pour déterminer leur teneur en éléments d'alliage, puis acheminées vers les fours. Dans le four à arc électrique, le métal fond à une température dépassant 1500 degrés. L'ancienne armure, qui résistait aux impacts et aux charges, passe à l'état liquide et se mêle aux autres ferrailles. Les chimistes ajustent la composition en ajoutant la quantité nécessaire de carbone ou d'autres éléments pour obtenir un acier aux caractéristiques souhaitées. Après épuration des scories, le métal en fusion est acheminé vers la machine de coulée continue. Là, on en façonne des ébauches, de longues brames rectangulaires ou des blooms carrés. Elles refroidissent lentement, passent entre des rouleaux et sont découpées en tronçons de la longueur voulue. Ces ébauches gagnent ensuite le laminoir. Sous la pression des cylindres, le métal s'étire et adopte une nouvelle forme. S'il s'agit d'un profilé ferroviaire, l'ébauche traverse des calibres spéciaux qui façonnent le profil caractéristique avec son champignon, son âme et son patin. L'acier incandescent s'étire sur des dizaines de mètres, et en quelques minutes à peine, voici devant moi le futur rail de chemin de fer.
Lorsqu'il s'agit de poutrelles de construction, les laminoirs confèrent au métal une section en H ou en double T. Ces éléments supportent des charges considérables et deviennent l'ossature de ponts, d'entrepôts et d'immeubles de grande hauteur. Ce contraste me frappe profondément. Une machine conçue pour la guerre traverse un cycle complet de métamorphose pour devenir partie intégrante de l'infrastructure. Le blindage qui protégeait autrefois l'équipage se transforme désormais en rails, sur lesquels rouleront des trains de voyageurs, ou en poutrelles qui soutiendront les toits de quartiers résidentiels. Le métal n'a pas de mémoire, seul compte la nouvelle forme et la nouvelle fonction. Et c'est là, sans doute, tout le sens du recyclage. Même les engins les plus lourds peuvent connaître une seconde vie au service de la construction civile. Et pour que ma chaîne poursuive sa propre vie, n'hésitez pas à vous abonner.